Ah oui, d'accord, ça a changé. Donc bonsoir à toutes et à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité pour parler de la prédisposition héréditaire au cancer lié au gène BRCA, en l'abordant toutefois sous un angle un peu différent et nous le verrons plutôt masculin. Mais avant cela, j'aimerais resituer un peu le contexte et rappeler la différence entre génétique somatique ou tumorale et génétique constitutionnelle. Car effectivement, le cancer est une maladie génétique, car il résulte de l'accumulation dans une cellule de mutations qui touchent des gènes contrôlant la prolifération cellulaire. Et cette cellule va proliférer de manière anarchique et conduire à une instabilité du génome tumoral. Dans la majorité des cas, l'environnement est responsable de la survenue de mutations dites somatiques, soit parce qu'elles sont activatrices d'oncogènes ou inactivatrices par perte de fonction de gènes suppresseurs de tumeurs. Et on parle alors de cancer sporadique. Plus rarement, et même beaucoup plus rarement, une mutation est présente dès la conception au niveau d'un ovule ou d'un spermatozoïde, puis dans toutes les cellules de l'individu. La mutation est dite germinale ou constitutionnelle par inactivation le plus souvent d'un gène suppresseur de tumeur, et alors responsable d'une prédisposition héréditaire au cancer. Alors le fondement de l'oncogénétique repose sur la théorie de Knudson, qui en 1971, ça remonte un peu, disait qu'un double événement mutationnel était nécessaire pour qu'une cellule cancérise. Le modèle tumoral utilisé à l'époque par Knudson était le rétinoblastome, un cancer de la rétine de l'enfant, mais ce modèle est transposable en fait à la plupart des cancers. Dans la forme sporadique, on peut voir on observe la survenue successive de deux événements mutationnels acquis au niveau d'une cellule de la rétine qui va être responsable de formes unilatérales de rétinoblastome et le plus souvent tardives. Dans la forme héréditaire, on observe d'abord un événement constitutionnel, donc dès la conception, présent dans toutes les cellules de l'individu et aussi dans les cellules de la rétine. Et le deuxième événement sera lui en revanche acquis au niveau d'une ou plusieurs cellules de la rétine et responsable de formes de rétinoblastome plus souvent bilatérales et plus précoces. Ce modèle sera complété 2 années plus tard par Cummings, disant cette fois que ces deux événements devaient inactiver les deux allèles ou les deux copies d'un même gène. La prédisposition héréditaire au cancer, en ne concernant que 5 à 10% des cancers, est une situation assez rare. Mais il faut quand même y penser et la suspecter, notamment devant une récurrence familiale de cancer, le plus souvent similaire dans une même branche parentale, aussi devant un âge de survenue précoce, inhabituel par rapport à l'âge décrit pour certaines tumeurs, l'association de tumeurs primitives multiples, par exemple un cancer du sein et un cancer de l'ovaire chez une femme, l'association de tumeurs bilatérales pour les organes doubles ou multifocales comme dans les cancers du rein héréditaires. Certains types histologiques doivent faire évoquer une hérédité sous-jacente, comme le cancer médulaire de la thyroïde par exemple, et les mutations du gène RET, et puis parfois des manifestations atypiques particulières évocatrices d'un syndrome comme la macrocéphalie et la maladie de Coden, qui est un syndrome plus complexe et qui expose à des risques essentiellement de cancer du sein et de la thyroïde. Alors le syndrome sein-ovaire, c'est la prédisposition héréditaire au cancer du sein et de l'ovaire la plus fréquemment identifiée, qui touche une personne sur 500, qui obéit à un mode de transmission autosomique dominant et qui est lié à une altération constitutionnelle des gènes BRCA1, BRCA2 ou PALB2. Effectivement, les mutations des gènes BRCA1, BRCA2, PALB2 est associée à un risque augmenté de cancer du sein et de l'ovaire, avec des risques cumulés à 80 ans allant de 50% environ à 75% pour le cancer du sein et de 5% à 45% pour le cancer de l'ovaire, en sachant que les risques les plus faibles rapportés sont pour le gène PALB2. Ces trois gènes, BRCA1, BRCA2 et PALB2, sont des gènes très importants, grands en taille
et contenant de nombreux domaines fonctionnels qui vont notamment permettre aux 3 protéines d'interagir entre elles et d'interagir aussi avec d'autres protéines, toutes intervenant dans la réparation des cassures double brin de l'ADN par recombinaison homologue. C'est principalement cette fonction qui en fait des gènes suppresseurs de tumeurs et répondant au modèle de Knudson qu'on a vu précédemment, et qui aura, on le verra plus tard, un intérêt thérapeutique. On le sait très bien maintenant, les tumeurs BRCA ont une particulière chimiosensibilité aux sels de platine et aux antiparp. Alors sur cet arbre généalogique, on peut voir une récurrence familiale de cancer à prédominance mammaire, touchant 4 femmes liées entre elles. Alors, excusez-moi, il faut que je m'habitue. D'accord. Donc, une récurrence familiale de cancer à prédominance mammaire, mais on voit aussi un cas de cancer, c'est tout petit, un cas de cancer ovarien ici, en plus d'un cancer du sein, touchant 4 femmes liées entre elles au premier degré, avec des atteintes précoces, un cancer du sein à 43 ans, ici un à 35 ans, un ovaire à 42 ans, une atteinte bilatérale ici, et puis un tableau de tumeurs primitives multiples avec un sein et un ovaire chez cette femme. Cet ensemble généalogique a pu être mis en relation avec une mutation délétère du gène BRCA1 par réarrangement de grande taille, c'est-à-dire une mutation qui emporte une grande partie du gène qui va être responsable de la synthèse d'une protéine non fonctionnelle. Et la mise en évidence de cette altération génétique va avoir un impact considérable pour cette patiente qui a été testée la première fois dans cette famille et pour les membres de sa famille. Et ceci à bien des égards, puisque tout d'abord, la mise en évidence de cette mutation va apporter une explication concrète à la personne et à la famille sur le pourquoi d'une récurrence familiale de cancer du sein et une histoire personnelle parfois très difficile. Et ce n'est pas une fatalité, c'est une information souvent qui est importante pour la famille et sa patiente. L'autre chose, c'est que le fait d'identifier cette mutation va permettre de mettre en place une prise en charge médico-chirurgicale chez cette patiente spécifique et adaptée aux risques associés à cette mutation, notamment par la mise en place d'un suivi intensif sur le plan mammaire, avec l'ajout de l'IRM mammaire aux autres examens habituellement réalisés que sont la mammographie et l'échographie, mais également par la réalisation à plus ou moins court terme d'une ablation préventive des trompes et des ovaires qui peut être précoce en cas de mutation BRCA1. Et l'autre enjeu important de la mise en évidence d'une telle mutation, c'est la possibilité de proposer des tests génétiques ciblés chez les apparentés pour identifier les personnes porteuses et relevant d'une surveillance spécifique, mais également les personnes non porteuses chez lesquelles on pourra lever cette surveillance. Alors là, l'histoire, elle est un petit peu différente avec cet homme qui nous a été adressé en consultation de génétique parce qu'il avait présenté un cancer du sein bilatéral. J'ai du mal avec... voilà. Cancer du sein bilatéral à 67 et 71 ans. Sur le plan familial, on retrouve 2 autres cas de cancer du sein, chez sa tante paternelle et chez sa grand-mère. Cet ensemble a pu être rattaché à une mutation délétère du gène BRCA2. Et par ailleurs, on voit que cette famille est finalement peu étendue, constituée à majorité d'hommes, ce qui peut expliquer les défauts de pénétrance observés. Et ça, c'est ce que l'on voit souvent avec ce type de prédisposition. Et je me demande s'il ne manque pas une diapo. Excusez-moi. J'ai l'impression qu'il me manque une diapo, mais bon. Bon. Alors, je pense qu'il y a une inversion de diapo. Je vais vous montrer cet autre arbre généalogique qui est un autre exemple de récurrence familiale de cancer du sein, rattaché à une mutation délétère du gène BRCA2, mais cette fois-ci, on peut voir deux atteintes masculines, dont une précoce
à 49 ans, une autre ici, et puis 3 atteintes féminines, une précoce ici, un autre cancer du sein et un autre cancer du sein. Cette histoire, on peut voir également, excusez-moi, que pour un des hommes touchés, un tableau de tumeurs primitives multiples, avec par ordre d'apparition un cancer du poumon, puis un cancer du sein, puis un cancer de la prostate. Donc les prédispositions héréditaires au cancer n'étant pas très fréquentes, l'indication d'une analyse génétique n'est pas retenue à chaque fois. Et donc il a été important d'établir à un moment donné des critères diagnostiques cliniques pour notamment les gènes BRCA. À gauche est représenté le score des 5J qui a été publié en 2004, ça date aussi un petit peu. Et ce score est un calcul simplifié d'un score familial pour indiquer une consultation d'oncogénétique. En fait, à chaque critère clinique correspond un poids, et si la somme des poids est supérieure ou égale à 3, l'indication d'une consultation est retenue. Attention, comme le dit François Essinger, ces indications ne sont pas toutes de bonnes indications, et certaines bonnes indications ne seront pas retenues par cette méthode. À droite sont présentés les critères cliniques retenus en pratique, car d'utilisation simple, la règle du 3-2-1 permettant de retenir l'indication d'une analyse devant l'association de 3 cas de cancer du sein liés au premier ou deuxième degré par un homme, quel que soit l'âge, mais également devant 2 cas de cancer du sein, dont un relativement précoce avant l'âge de 40 ans, un cas de cancer du sein s'il est survenu avant l'âge de 36 ans, un seul cas de cancer du sein s'il est triple négatif avant 51 ans, mais aussi un seul cas de cancer du sein masculin, quel que soit l'âge, un cancer de l'ovaire ou un tableau de tumeurs primitives multiples du spectre BRCA. Là aussi, ces critères sont à nuancer, bien évidemment, selon la fiabilité des diagnostics rapportés, le degré de parenté, la taille de la famille, le nombre d'individus indemnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 cas, finalement, le cancer du sein masculin a un poids fort, puisqu'une mutation BRCA, et notamment BRCA2, est identifiée dans au moins 15% des cancers du sein masculin. Donc je passe sur cet arbre que je vous ai présenté juste avant. Et donc, les cancers liés aux mutations BRCA chez les hommes sont finalement méconnus et très peu documentés dans la littérature. Mais comme nous l'avons vu précédemment et résumé dans ce tableau, on peut retenir un risque augmenté de cancer du sein et de cancer de la prostate. C'est pas évident la souris. Je n'y arrive pas. Excusez-moi, j'essuie un peu les plâtres. Un risque augmenté de cancer du sein et de cancer de la prostate majoré pour BRCA2 avec un risque cumulé à 80 ans de 7% de cancer du sein et un risque de cancer de la prostate multiplié, pouvant être multiplié jusqu'à 5, notamment lorsqu'il est survenu notamment ce risque avant 65 ans. On peut remarquer aussi, et toujours pour les mutations BRCA2, un risque augmenté de mélanome malin et de cancer du pancréas. Alors une dernière histoire qui est intéressante, c'est celle de cet homme de 59 ans qui malheureusement est en évolution métastatique d'un cancer de la prostate diagnostiqué à l'âge de 47 ans. Il nous a été adressé en consultation par l'équipe d'onco-urologie parce qu'une mutation BRCA2 somatique avait été détectée dans le cadre d'un essai thérapeutique. Donc nous l'avons reçu en consultation et nous avons réalisé un test génétique ciblé pour vérifier le caractère constitutionnel de cette mutation BRCA2 détectée en tissu tumoral. Mais en fait, en reprenant l'histoire de ce patient, le résultat était évident. Et il est apparu en fait assez rapidement au cours de l'entretien qu'il avait connaissance d'une mutation BRCA2 identifiée, chez sa sœur ayant elle-même présenté un cancer du sein, dont la mère était décédée très jeune, 52 ans, d'un cancer de l'ovaire, et l'oncle maternel avait présenté un cancer de la prostate relativement précoce à 60 ans. Il y a certainement 2 choses à retenir de cette histoire. La première, c'est l'importance à diffuser l'information familiale de l'existence d'une mutation BRCA constitutionnelle
des risques associés, qu'ils soient féminins ou masculins, et de la possibilité d'un test génétique chez les apparentés, justement pour aider à la mise en place d'un suivi spécifique s'il est nécessaire. La deuxième chose à retenir, c'est le caractère particulièrement précoce et agressif de ces cancers de la prostate, BRCA2, et justifiant un dépistage précoce et certainement à partir de l'âge de 40 ans. Alors nous pouvons nous demander quand suspecter et rechercher une prédisposition héréditaire au cancer de la prostate. Évidemment, quand il y a une récurrence familiale de cancer de la prostate, du sein et de l'ovaire, mais également devant l'association de 3 cas de cancer. Devant l'association de 3 cas de cancer de la prostate liés au premier ou second degré par l'intermédiaire d'une femme sur la même génération ou sur différentes générations, quel que soit l'âge. 2 cas de cancer de la prostate, dont un relativement précoce avant 55 ans, ou un seul cas quand celui-ci est survenu avant l'âge de 50 ans. Alors, des études de liaison réalisées en nombre ont permis d'identifier de nombreux loci-candidats sans vraiment aboutir à l'identification d'un gène majeur du cancer de la prostate en dehors du gène BRCA2. Ce n'est qu'en 2012 que le gène OXB13 est apparu comme le deuxième gène d'intérêt. Il a été identifié en fait en analysant des familles américaines par une approche combinée de gènes candidats et de cartographie primaire. En fait, il s'agit d'une mutation récurrente G84E qui est responsable de formes familiales de cancer de la prostate avec des âges de survenue précoces. Mais ça concerne en fait très peu de familles en France, puisque seulement 1,3% de porteurs de la mutation sont identifiés dans notre pays. Alors plus récemment, 7 haplotypes de la région chromosomique 8q24 ont pu être associés à un risque de cancer de la prostate, soit augmenté pour les 4 premiers, soit diminué pour les trois derniers, mais là encore sans identifier de gène responsable. C'est finalement les analyses génétiques qui, depuis plusieurs années, sont réalisées en panel de gènes qui ont permis de relever l'importance des gènes connus dans la prédisposition héréditaire au cancer de la prostate, avec en tête de liste les gènes BRCA et le gène OXB13, avec un niveau de preuve élevé, et puis les gènes MMR impliqués dans le syndrome de Lynch, avec un niveau de preuve cependant plus modéré. Les premiers gènes, les gènes BRCA et CO, sont impliqués, nous l'avons vu précédemment, dans la réparation des cassures double brin de l'ADN par recombinaison homologue. Les suivants, OXB13 et le locus 8q24, sont des modulateurs de la voie signalétique des récepteurs aux androgènes. Et les derniers, les gènes MMR, sont impliqués dans la réparation des mésappariements de l'ADN. Tout ça, bien évidemment, va avoir un impact sur le plan thérapeutique. Et on peut voir ici sur ce schéma volontairement grossier un chevauchement entre les mutations germinales et somatiques qui vont devenir la cible de thérapies ciblées, avec l'hormonothérapie, bien sûr, mais aussi les anti-PARP et puis les anti-PD1. Alors, à l'instar des autres tumeurs BRCA mutées, les tumeurs ovariennes, mammaires et pancréatiques, il existe pour les cancers de la prostate métastatique une corrélation évidente entre la présence d'une mutation dans les gènes de réparation de l'ADN et une sensibilité à un traitement inhibiteur de PARP. Alors cette information, elle est d'autant plus importante que 25% des patients avec un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration ont une mutation BRCA ou ATM permettant le traitement et que la moitié de ces mutations sont strictement somatiques. Ce qui veut dire aussi que la moitié de ces mutations sont constitutionnelles. Et tout l'enjeu va résider désormais dans la capacité d'informer et de préparer le patient et sa famille à la possibilité d'une prédisposition héréditaire sous-jacente. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Virginie. Alors, pourquoi c'est intéressant? Première question que je vais te poser, est-ce que alors c'est la fin du score Essinger?
Est-ce qu'il faut modifier le score SNG à la lumière de ça? Parce qu'en fait, le cancer de la prostate reste quand même un phare dans les familles. Le cancer de la prostate n'est pas du tout apparent dans les critères cliniques qui commencent à dater. Et effectivement, on commence à le prendre en compte depuis l'arrivée des thérapies ciblées, puisque c'est comme ça qu'ils nous ont été adressés récemment. Donc c'est particulièrement intéressant dans nos actualités Saint-Gynéco. Mais ça méritait d'être dit parce que... C'était pas évident comme introduction. Mais c'était l'exercice. L'exercice étant que plus on cherche à comprendre et plus on explore, plus on trouve des choses qu'on ne percevait pas forcément, même par l'acuité clinique. Et donc c'est tout l'intérêt, évidemment, d'y être intéressé. Alors après, il y aura une autre dimension qu'on pourra aborder plus tard au fil des propos. C'est que tu le montres bien, l'altération BRCA2 dans la prostate est plutôt un facteur de mauvais pronostic. En revanche, dans le cancer de l'ovaire, c'est un facteur d'excellent pronostic. Donc, une fois de plus, les voies de la cancérogénèse peuvent être différentes selon les organes. Et il faut essayer de se départir de l'esprit transversal pour rentrer dans le détail, parce que c'est dans les détails que tout se joue. Mais à la différence de l'ovaire, le cancer de la prostate, le dépistage du cancer de la prostate est plus facile. Et c'est vrai que le fait de connaître ce statut et de mettre en place ce dépistage peut peut-être permettre d'avoir une approche différente sur le plan thérapeutique. Tout à fait, mais ça interpelle quelque part, et tu l'as bien dit aussi peut-être dans la voie de signalisation entre l'hormonothérapie, enfin le rôle des hormones et ces gènes-là, donc qui ne sont peut-être pas les mêmes interactions. Non. Je te remercie beaucoup, nous te remercions bien beaucoup.